suite à cette convocation qu'il avait extrêmement mal vécue, il s'était mis en arrêt maladie prolongé et il venait de reprendre le travail seulement la semaine dernière. Et donc malheureusement, ce drame terrible est survenu cette semaine, donc à peu près une semaine après sa reprise. Voilà, il a mis fin à ses jours. C'est une nouvelle triste qui a glacé une partie de l'opinion publique, celle qui en a déjà été informée du moins. Avant-hier, on apprenait en effet le décès par suicide de Mathieu Pauly, agent RTE, filiale d'EDF qui gère le transport d'électricité en France. Un décès survenu dans une atmosphère particulière de répression syndicale. En effet, Mathieu Pauly avait participé à Saumur, dans la région d'Angers, à une grève de 3 mois pour gagner une revalorisation de 5% des salaires et une révision des reconnaissances de qualifications. Il y a eu un peu de confusion autour de cet épisode tragique. Et nous avons voulu donner la parole à Cédric Liesti de la CGT Énergie Paris pour qu'il clarifie certaines choses et surtout pour rendre ensemble hommage à ce jeune travailleur qui avait tout son avenir devant lui. Bonjour Cédric et toutes nos condoléances. Merci, bonjour Théophile. Alors, je l'ai dit en introduction, il y a une certaine confusion sur le décès tragique de Mathieu Pauly. Donc, j'aimerais que tu nous dises ce qu'on sait des circonstances professionnelles qui ont entouré sa mort. Alors effectivement, Mathieu, donc tu l'as à juste titre rappelé dans ton introduction, donc est un agent du RTE Réseau de Transport Électrique, donc c'est l'entreprise qui est en charge d'acheminer l'électricité partout en France sur le réseau. Et donc Mathieu, lui, il est de la région de Saumur, donc il n'a rien à voir, en tout cas directement, avec l'affaire des 4 camarades du Nord qui, eux, ont été déférés il y a quelques jours à la DGSI à Levallois-Perret. Donc c'est une affaire parallèle, mais qui s'inscrit dans un même mouvement, puisque c'est le mouvement que tu l'as justement rappelé pour l'augmentation des salaires qui traverse toutes les entreprises électriques et gazières maintenant depuis le début de l'année 2022. Et donc Mathieu, en fait, avait participé à la reprise en main, enfin en tout cas été accusé d'avoir participé à la reprise en main de l'outil de travail sur la région de Saumur. Et ça avait été suite à une plainte encore du RTE pour ses faits syndicaux, avait été le premier camarade du syndicat là-bas à être convoqué en audition libre par la police. Je crois que c'était le 7 septembre dernier. Et donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que suite à cette convocation qu'il avait extrêmement mal vécue, il s'était mis en arrêt maladie prolongé et il venait de reprendre le travail seulement la semaine dernière. Et donc, malheureusement, ce drame terrible est survenu cette semaine, donc à peu près une semaine après sa reprise. Voilà, il a mis fin à ses jours. Alors, dans un communiqué de la CGT Énergie 69, il est écrit que Mathieu avait très mal vécu cette période de mépris, d'humiliation, puis de répression en tout genre. Oui, parce que alors c'est l'énergie 49. Mais oui, il avait mal vécu, mais comme tous les collègues du RTE, et je dirais plus généralement tous les collègues des entreprises électriques et gazières, des industries électriques et gazières qui subissent la répression. Il faut savoir que sur sa région, il y a eu un mouvement très très fort qui a duré, je crois, près de 3 mois, où les collègues, effectivement, ont occupé leur site. Et bien avant, d'ailleurs, la répression, les plaintes et les convocations dans les différents commissariats, ils ont eu le déferlement des forces de l'ordre sur les sites de travail qui ont évacué les piquets de grève, donc intervention des CRS et des gendarmes mobiles, évidemment dénigrement, pression très très importante des directions locales sous injonction du national pour faire pression sur les meneurs, les grévistes, donc évidemment les syndicalistes CGT et tous les camarades, femmes ou hommes qui participaient à ces actions, puisque on était sur une bataille globale des salaires dans nos entreprises, dans l'ex-EDF, GDF, et que le RTE ayant un pouvoir de nuisance important, puisque c'est le réseau de transport électrique, et vu ce qui se passe aujourd'hui, qui prend encore plus écho avec les annonces du gouvernement sur ce qui risque de se passer sur l'énergie, le réseau électrique cet hiver, il y avait sûrement un focus particulier sur RTE pour mater la grève, faire taire toutes les revendications et que ça ne fasse pas tache d'huile dans le reste du pays. D'où un acharnement et une volonté très 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 forte, particulièrement de RTE, même si ça a lieu un peu partout dans le secteur des industries électriques et gazières, de faire une répression très très forte et de tuer dans l'œuf tout mouvement. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu les 3 mois de mouvement avec tout ce que je t'ai décrit. À l'issue des 3 mois de mouvement, les grévistes ont refusé le protocole de sortie de fin de conflit qui était minable, proposé par la direction de RTE. Et c'est suite au refus de ce protocole-là que la répression s'est abattue partout en France.
et notamment sur la région de Mathieu, sur les grévistes et ceux qui avaient animé ce mouvement-là. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, soi-disant dans un régime démocratique, vous avez un employeur qui n'est élu par personne, qui s'attaque à des représentants du personnel qui, eux, sont démocratiquement élus, et qui, parce qu'il n'est pas content qu'il n'y ait pas une signature en bas d'une feuille pour dire on arrête le conflit, passe au niveau supérieur, à savoir les moyens de l'État, les moyens de coercition que sont la justice, les forces de gendarmerie ou de police, pour mater des grévistes. Et dans le cas des copains de la région de Saumur, comme dans le cas des copains effectivement du Nord, prendre des mesures en les assimilant, en tout cas pour les copains du Nord, à des terroristes, puisque ces 4 copains-là, en l'occurrence, avaient été, eux, déférés à la cellule, à la DGSI, à Levallois-Perret. J'ajouterais aussi que nous, dans les IEG, Industrie électrique et gazière, donc ex-EDF-GDF. Il faut savoir que le responsable de la sécurité RTE est un ancien gendarme, directeur de gendarmerie, qui avait notamment mené l'enquête sur l'assassinat de Rémi Fraisse et qui a, classé l'affaire. Mais les militants écologistes assassinés, tués par des gendarmes. Et donc, cette personne-là, qui est maintenant en charge de la sécurité RTE, avait effectivement dédouané toute responsabilité de la gendarmerie, du commandement à l'époque, sur la mort de ce jeune-là. Donc, c'est quand même pas anodin, effectivement, et ça donne la perspective de savoir qui on met aujourd'hui dans des entreprises publiques et quel profil, y compris de personnages, on met à la tête pour simplement, gérer du personnel, quoi. Voilà. Alors avant cet entretien, tu me disais que même en région parisienne, il y avait également une violente répression syndicale qui s'abattait sur les vôtres. Oui, c'est-à-dire que, en fait, avec ce qui arrivait malheureusement à notre collègue Mathieu, on atteint le summum, puisque c'est la mort d'un homme, quand même, et d'un jeune homme. Et comme tu le disais, qui avait toute sa vie devant lui. Alors même si on va attendre de voir ce que donnent les différentes enquêtes, et puis que, il faut laisser le temps aussi au deuil pour la famille, la répression qui s'abat aujourd'hui et qui fracasse des familles entières. Alors c'est pas la spécificité dans les industries électriques et gazières, mais effectivement, nous, on en a partout sur le territoire. Tu vois, j'ai un t-shirt ici, en l'honneur d'un de nos camarades gaziers d'Île-de-France qui s'appelle Moussa, et qui lui aussi est intervenu dans le cadre du mouvement sur les salaires au printemps et été 2022, et qui, suite à effectivement une action sur le réseau gaz, a été perquisitionné chez lui cet été, donc devant femmes et enfants, menotté devant ses gamins, emmené au commissariat, donc le commissaire de quartier pour le coup, en garde à vue, et qui aujourd'hui est passé devant la justice et a été condamné à des 90 heures de travaux d'intérêt général. C'est ce qu'on dit en fait, c'est ceux qui œuvrent justement pour l'intérêt général au quotidien dans le cadre de leur mission de service public ou dans le cadre d'un combat pour redonner l'électricité aux usagers et augmenter les salaires des agents qui font le service public 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365, qui se retrouvent traités comme de vulgaires bandits et qui sont, y compris, parce qu'il y a une volonté de les cramer socialement dans leur intimité, c'est-à-dire au sein même de leur foyer, parce que voir débarquer des policiers qui fracassent tout dans un appartement, qui saisissent, comme pour les copains du RTL dans le Nord, les tablettes des enfants, toutes les installations numériques, et qui vous crament socialement dans un quartier, parce qu'imaginez la réaction des voisins, quand vous voyez que votre voisin s'est fait lever le matin à 6h du matin comme un grand bandit par les policiers, les conséquences pour les gamins au niveau scolaire par rapport à leurs copains, etc., etc. Donc il y a une vraie volonté de briser, le mouvement social, mais de briser des individus et d'en faire des exemples pour que le reste des collègues se taisent et marchent la tête baissée. Alors on sait qu'un suicide est toujours multifactoriel, mais peut-on oser dire que la répression syndicale peut tuer dans la France de 2022 ? Alors moi je le dis, à titre personnel, je dis oui, la répression syndicale peut tuer, en tout cas elle peut contribuer à des choses extrêmement graves. En tout cas, il y a une constante, c'est que tous les collègues qui passent par là ou qui subissent ce genre d'actes complètement hallucinants, vous les retrouvez touchés, alors à plus ou moins grand degré, selon la personnalité, selon effectivement l'environnement familial et autres. Mais de toute façon, il faut bien comprendre que quand vous faites un mouvement social de grève, et on l'a vu récemment avec les raffineurs, il y a quand même un des raffineurs dont la gendarmerie a été débarquée chez lui pour l'amener au travail devant femmes et enfants. Donc c'est des choses qui sont incroyables.
on décrirait ça en Russie ou autre, on aurait tout le monde qui hurlerait. En France, aujourd'hui, pour le pouvoir et les tenants du capital, c'est normal. C'est-à-dire que aller chez des grévistes, des syndicalistes ou des agents qui font valoir un droit constitutionnel et qui se battent pour l'intérêt collectif, c'est normal d'utiliser les moyens de répression de l'État pour effectivement les traumatiser. Et donc effectivement, tous les copines et les copains qui subissent et qui passent par ces moments-là de répression, effectivement que ça touche à l'intime, à la famille, au mental, au moral, et que ça a des dégâts considérables et qui peuvent amener à des gestes ultimes, malheureusement, comme notre camarade Mathieu. Quel est l'état d'esprit des camarades de Mathieu dans la région d'Angers et plus généralement au sein de RTE et des IEG, comme tu dis? Alors, moi, je vais parler pour ce que je connais. On a appris la nouvelle hier matin, puisque nous sommes en grève. Là, je viens ce matin d'un piquet de grève dans le cadre de la grève reconductible et puis pour l'augmentation générale des salaires. Aujourd'hui, il y a eu bien sûr un moment de sidération, mais ce qui prédomine aujourd'hui, c'est la rage, et la rage sociale. C'est-à-dire que, en tout cas, moi, ce que j'ai autour de moi, des copains qui ne sont pas du RTE, puisque nous, à Paris, on a plus les copains d'EDF, d'Enedis et de GRDF, le sentiment, c'est de dire ils ont tué un des nôtres. Ils ont tué un des nôtres. C'est ce que j'ai entendu des dizaines et des dizaines de fois sur les piquets de grève, dans les agences. Donc je suppose, on a échangé un peu avec les copains du 49, je pense que c'est encore plus prégnant là-bas, parce que nous ne le connaissions pas personnellement. Donc là, en plus, là-bas, il y a tout l'affectif qui rentre. En plus, Mathieu était quelqu'un d'a priori extrêmement respecté par ses collègues, qui était aimé et apprécié de toutes et tous. Donc eux, j'allais dire, il y a en plus l'aspect affectif qui rentre en ligne de compte, mais même pour des gens qui ne le connaissaient pas personnellement, le sentiment, c'est de dire les directions ont ôté la vie à un des nôtres. Et en tout cas, elles ont une part de responsabilité dans ce geste. Et c'est un des nôtres qui est tombé au combat, on va le dire comme ça. Et je peux vous dire que le temps du deuil passé, il y aura une réaction collective de la CGT et de ses collègues à l'échelle nationale. À l'échelle nationale, c'est au moins ce qu'on peut dire, c'est que s'ils avaient voulu enterrer le mouvement par cette répression-là, aujourd'hui, dans la situation actuelle, et avec ce geste désespéré qui nous foudroie toutes et tous, c'est la réaction inverse qui se produit, et les agents ont beaucoup plus envie de relever la tête et d'aller faire vivre la mémoire et le sens du combat de Mathieu que l'inverse. Ouais. À la CGT, est-ce que vous avez eu des contacts avec le sommet de l'État au sujet de cette triste nouvelle? Alors oui, il y a eu deux contacts en fait. Il faut savoir que notre secrétaire général de la fédération, donc Sébastien Ménesplier, puisque RTE c'est quand même le laboratoire de la répression ultime aujourd'hui dans nos entreprises, la semaine dernière, je crois, a été en contact avec la direction du RTE. Pour, en gros, leur expliquer que ce qui se passait, c'était inadmissible. Donc c'était avant le suicide de Mathieu. Et c'était notamment, ça faisait écho à la garde à vue de 96 heures des 4 copains de Valenciennes qui ont été déférés à la DGSI. Je précise d'ailleurs que c'est un fait, à ma connaissance historique depuis la Libération, que 4 syndicalistes soient mis dans une procédure pour cyberterrorisme, c'est-à-dire dans des choses quand même qui sont très, très fortes et qui risquent aujourd'hui 15 ans de prison ferme quand même, pour simplement avoir repris l'outil de travail sans coupure en plus pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont juste repris une manœuvre, un poste électrique. Alors pour expliquer, puis je vais revenir sur ce que c'est. Vous avez une télécommande, vous regardez la télé, je vous supprime la possibilité de la télécommande, mais vous avez l'image qui reste. C'est exactement ce qui s'est passé. On va en parler, mais j'aimerais savoir... Alors justement, donc on a appelé la CGT a appelé la direction du RTE pour leur demander d'arrêter. La réponse de la direction du RTE, ça a été de dire: passez le message en gros à toutes vos troupes. Maintenant, dès qu'il va y avoir grève avec reprise en main de l'outil de travail, ça sera le même traitement que pour effectivement les 4 copains de la DGSI. Donc on voit bien l'avertissement qui avait été donné et la connivence entre ces boîtes-là et les plus hautes sphères du pouvoir. Ce qui fait que hier, il y a le cabinet d'Elisabeth Borne, du Premier ministre, qui a appelé Philippe Martinez, donc là le secrétaire confédéral de la CGT, pour lui témoigner évidemment de toute leur compassion, et puis en s'inquiétant quand même éventuellement des conséquences sociales que pouvait avoir ce geste dans un contexte de grève qui s'étend, en tout cas de grève reconductible pour les salaires en France, et particulièrement dans nos entreprises, surtout dans un contexte où cet hiver, ils vont avoir besoin des électriciens et gaziers au vu de ce qu'ils ont annoncé sur les problématiques sur le réseau. Alors, est-ce que c'est la question de la reprise en main de l'outil de travail qui suscite cette répression? Tu sembles penser, mais bon,
on revient dessus. En quoi ça consiste de reprendre de reprendre en main l'outil de travail et pourquoi ça fait aussi peur? Alors je dirais que oui, il y a la forme, donc la reprise en main de l'outil de travail, c'est la forme, mais je dirais plus largement, c'est la mobilisation dans des secteurs, puisqu'on le voit bien dans les raffineries. D'ailleurs, je précise, on parle souvent, ils bloquent. Non, ils bloquent pas, ils font grève. Et le fait qu'ils fassent grève empêche, effectivement, voilà. Donc aujourd'hui, c'est le mouvement social, un mouvement fort de notre classe sociale qui fait peur aux tenants du pouvoir. Alors en l'occurrence, nous, dans nos formes d'action, il y a effectivement la reprise en main de l'outil de travail qui peut prendre plusieurs formes, je l'avais déjà expliqué ici. Il y a la remise au courant chez des usagers coupés. D'ailleurs, je le précise, on a un copain qui s'appelait Jeff il y a quelques années, qui était passé en commission secondaire disciplinaire parce que lui avait refusé de couper une mère qui était en situation monoparentale avec plusieurs gamins dans un appartement en plein hiver et qui s'était vu déférer devant les conseils disciplinaires. Et donc, c'était grâce à la mobilisation de son syndicat Énergie Bagneux et de toute la CGT en France qu'on avait sauvé. Donc, la reprise en main de l'outil de travail, ça peut prendre cette forme-là. Ça peut être ce qu'on faisait aussi à un moment, le basculement en heure creuse de quartiers entiers, c'est-à-dire là où l'électricité est la moins chère, on bascule des quartiers entiers pour que les gens effectivement payent le moins cher, ou la reprise en main, c'est-à-dire soit des coupures, soit simplement, en l'occurrence, prendre le contrôle en fait d'un poste à un endroit donné du réseau en disant c'est nous les ouvriers qui reprenons en main ce poste-là, mais sans agir pour autant sur le réseau. C'est-à-dire pour un usager, en l'occurrence pour les 4 camarades de Valenciennes, ils ont repris en main un poste, c'est-à-dire ils ont dit on prend la commande du poste, on vous enlève à vous les directions la commande de ce poste électrique, mais on n'agit pas dessus. Donc en fait, c'était totalement transparent pour les usagers. Et ce qu'on pense, nous, aujourd'hui, c'est que dans un contexte de conflit social majeur et de montée des mécontentements très importants de notre classe sociale, ils ont besoin absolument du réseau cet hiver, le même réseau qu'ils ont quand même, par leur politique, désossé, défoncé, qui fait qu'aujourd'hui, on va avoir sûrement des coupures massives de délestage sur le réseau. Ils ont besoin d'avoir le réseau totalement disponible. Donc dans cette période-là, pré-hivernale, on est des salariés qui montent, qui peuvent reprendre en main l'outil de travail et la conduite du réseau, ça leur fait extrêmement peur. D'où, on pense, cet acharnement terrible sur notamment les copains qui ont en charge le réseau de transport électrique dans leur mouvement. Et je vais aller encore plus loin, c'est-à-dire que c'est les gens qui vont priver des millions de Français d'électricité cet été parce qu'ils ont défoncé nos entreprises et qu'ils ont rendu un bien fondamental inaccessible pour 13 millions de nos concitoyens qui sont en situation de précarité énergétique. Ces gens-là qui vont être amenés à couper des millions de Français traitent de terroristes des gens qui ont repris en main le réseau sans coupure. Voilà. Alors, dans ce contexte de tension énergétique, dans ce contexte aussi de violence syndicale et de tristesse au sein de la communauté des énergéticiens, si on peut dire, RTE avertissait hier qu'il y aurait des conséquences lourdes dans l'approvisionnement en électricité en France si la grève dans le nucléaire se poursuivait. Est-ce que tu as une réaction à ce sujet? Oui, j'ai une réaction. Ça fait écho à ce que je te disais juste avant. C'est-à-dire que ces mêmes personnes-là qui ont détruit les entreprises, qui font qu'aujourd'hui, on a une augmentation depuis 20 ans, la privatisation du secteur énergétique, qu'on a une augmentation de presque 100% des prix du gaz et plus de 70% des prix de l'électricité. C'est ces mêmes personnes qui ont demandé d'arrêter les centrales nucléaires il y a 4 ans, qui ont fait que Fessenheim a fermé, qu'on a embauché des gens pour fermer les centrales et non pour les entretenir, qu'on fermé plein de sites de production électrique ou gazière, qui participaient à l'équilibre du réseau et à faire qu'on ait l'électricité la moins chère d'Europe il y a 20 ans. Et je rappelle que quand on était service public, on était le premier exportateur en Europe d'électricité. Aujourd'hui, on est obligé d'en importer massivement et le peu, ou en tout cas, on en produit beaucoup moins qu'avant puisqu'on n'a plus les outils. Et ce qu'on produit, en plus, on en vend une partie à l'étranger parce que ça rapporte plus que de le mettre sur le réseau français. Donc, au final, ils s'inquiètent en essayant de faire porter la responsabilité aux grévistes de ce qui va se passer cet hiver. Non, ce qui va se passer cet hiver, c'est purement et simplement le résultat des politiques dictées par l'Union européenne et relayées avec zèle par le gouvernement français, à savoir de démantèlement et d'ouverture à la concurrence complètement anarchique du système électrique français et qui fait qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus en capacité de produire suffisamment d'électricité et que, comme on a dit aux gars des centrales, vous arrêtez tout, ils ont tout arrêté, effectivement, ils ont suivi les injonctions du gouvernement et qu'aujourd'hui, le gouvernement leur demande de rattraper très très vite des travaux qui auraient dû être faits depuis 4 ans et qui ne seront jamais prêts pour l'hiver. Voilà. Merci beaucoup Cédric Lesti et une fois de plus toutes nos condoléances et à la famille de Mathieu Poli et à la communauté des énergéticiens de France. Merci à toi.